Nous vivons dans un monde complexe, dynamique et imprévisible. Les nouvelles technologies ont bouleversé notre quotidien. Pour appréhender la sophistication croissante de notre environnement, les mathématiques sont devenues un outil incontournable. Et pourtant, de nos jours, beaucoup voient encore les mathématiques comme une corvée d'étudiants, qui consiste uniquement à ressortir des faits établis depuis bien longtemps. Voilà qui est non seulement un préjugé complètement faux, mais je pense aussi que cette image négative des mathématiques est la raison principale des échecs scolaires. Après tout, comme Steve Jobs le disait, la seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que l'on fait. Dans cette vidéo, je propose de vous révéler la magie des mathématiques des classes préparatoires aux grandes écoles. À travers leur rôle historique et leurs applications à la vie quotidienne, je vous invite à entreprendre ce que vous n'avez encore jamais osé imaginer, aimer les mathématiques. L'histoire des mathématiques est intrinsèquement liée à celle des civilisations. À travers les âges, les mathématiques ont consolidé les puissances des grandes civilisations, que ce soit pour les progrès technologiques, les échanges commerciaux ou les architectures monumentales. Et les grandes civilisations ont tour à tour apporté leur pierre à l'édifice mathématique. Ainsi, les Égyptiens inventèrent les triangles 3, 4, 5, les Chinois excellèrent en arithmétique modulaire, les Indiens inventèrent le zéro, les Grecs construisirent la géométrie, et les Babyloniens, eux, résolurent les premières équations de l'histoire. Ah ouais? Ils faisaient des équations, les Babyloniens? Oui. Comme les collégiens d'aujourd'hui, les jeunes Babyloniens avaient des devoirs qui consistaient à résoudre des équations. En voici un exemple. Imaginons qu'une pomme et 500 grammes pèsent autant que 3 pommes et 200 grammes. Quelle est la masse d'une seule pomme? De nos jours, tout collégien sait que la réponse doit de commencer par la fameuse phrase « Soit X la masse de la pomme ». Bien. Cette phrase peut sembler bien anecdotique, mais pour moi, elle représente une énorme révolution conceptuelle et philosophique sans laquelle les mathématiques modernes seraient impossibles. T'exagérerais pas un peu là? Non. Pendant des millénaires, les Égyptiens, les Grecs, les Chinois et les Indiens n'avaient d'autre manière de résoudre un tel problème et ses variantes qu'en usant de longues phrases très verbeuses. La démonstration tourne alors rapidement à la dissertation d'une page, ce qui rend les idées confuses. Cette incapacité de la langue à produire un raisonnement rigoureux et synthétique est la raison pour laquelle ces grandes civilisations n'ont jamais su aller loin dans leur compréhension des mathématiques. Quand on n'a pas le langage, les idées sont confuses. Et pendant longtemps, les mathématiques étaient très confuses. Les élèves se plaignent en général des notations, ils sont un peu rebutés par le fait de dire soit A un nombre, tu vois, c'est quelque chose. Surtout ça qui gêne en général, c'est le fait de nommer des variables par des lettres. C'est extrêmement pratique et il faut un peu du temps pour s'en rendre compte. Les notations, c'est un peu le parcours initiatique. C'est pour pouvoir rentrer dans le monde des mathématiques, il faut passer par un certain rite de connaissances et les notations, c'est ça, c'est l'étape obligée pour qu'ensuite on puisse se comprendre. Souvent les bonnes notations, ça résout une partie du problème. Enfin, je parle que de la physique là, mais Dirac, il a inventé des notations, alors finalement c'est pour l'algèbre, des matrices et tout ça et des vecteurs, mais c'est tellement pratique que ça rend les calculs faciles. Grande avance de mathématiques ont dû à cette cycle de changement de notation. Même les algorithmes de 0 à 9 ont été une révolution majeure qui a permis le peuple arabe de développer une mathématique très puissante qui ne dépendait pas de la géométrie à 100% comme le grec par exemple qui faisait rien finalement sans géométrie, on sait très bien. Au IXe siècle après Jésus-Christ, Al-Khwarizmi entre en scène. Pour moi, Al-Khwarizmi est le symbole de l'âge d'or de l'islam.
époque, Bagdad est une plaque tournante du commerce. La ville encourage les relations interethniques et les tolérances religieuses. De plus, la jeune religion musulmane encourage la recherche de la connaissance. En 832, la Maison de la Sagesse y est fondée. C'est là que les plus grands savants du monde entier s'empressent de se rendre. Et Bagdad devient alors le pôle mondial du savoir. Nourri de toutes les mathématiques des civilisations précédentes, Al-Khwarizmi découvrit un lien profond entre toutes celles-ci. Ceci lui garantit une place centrale au panthéon des mathématiques. C'est quoi ce lien profond? Revenons-en à notre problème de pommes. La grande découverte d'Al-Khwarizmi fut de se rendre compte que notre problème de pommes n'est pas un problème de pommes. Il reste le même si je remplace les pommes par des poires, des patates ou des ballons de football. C'est pourquoi Al-Khwarizmi appela les pommes Chine, qui signifie quelque chose en arabe. C'est ce mot qui, après plusieurs traductions approximatives, deviendra finalement l'icône des mathématiques, la lettre X. Né sous X. Portez plein contre X par exemple. On dit en portugais souvent le X de la question, ça veut dire le centre du sujet, la vraie chose qu'on veut résoudre. Et ça, c'est une expression tout à fait courante. Même les gens qui n'ont jamais fait des maths connaissent cette expression. Trouver le X de la question. Si je dis, par exemple, demain, je gagne 300 €, et ben, on va me dire, non, mais pourquoi 300, pourquoi pas 250? Si je veux canaliser le raisonnement sur autre chose, je vais dire, demain, je gagne X euros. Si je veux les investir, voilà. L'X, c'est aussi une très bonne école d'ingénieurs française. Donc c'est le surnom qu'on donne à l'école Polytechnique. Polytechnique s'appelle X, ça a un petit peu à voir avec l'inconnu mathématique, il y en a qui disent ça. Et d'autres qui disent que c'est lié au fait que sur l'emblème de l'X, il y a des canons croisés. Et donc voilà, ça forme un X. Les élèves de prépa, quand ils sont en première année, on les appelle, surtout en prépa scientifique, on les appelle les 1,5, 3,5 quand ils sont en deuxième année et 5,5 quand ils redoublent leur deuxième année. Ils font une troisième année. Et la raison à ça, c'est parce que donc un 3,5, c'est quelqu'un qui peut intégrer X entre sa première et sa deuxième année, et que quand on intègre la fonction X entre 1 et 2, ça fait 3,5. Et quand on l'intègre entre 2 et 3, ça fait 5,5. En utilisant une lettre symbolique, Al-Khwarizmi réécrivit notre problème de pommes en une équation d'une seule ligne. X plus 500 égale 3x plus 200. On peut réécrire cette équation en remplaçant 500 par 200 plus 300 et 3x par x plus x plus x. Ensuite, Al-Khwarizmi créa un parallèle puissant entre de réelles manipulations sur la balançoire et des manipulations abstraites des symboles de l'équation. Par exemple, retirer une pomme de chaque côté de la balançoire revient à retrancher un x de chaque côté de l'équation. Et de même pour le retrait de 200 grammes. On en déduit finalement que 2 pommes pèsent 300 grammes et donc qu'une pomme pèse 150 grammes. Voilà ce qui suffit amplement pour finir le collège. Mais Al-Khwarizmi alla plus loin encore. Il se rendit compte que la méthode de résolution demeurait la même, quels que soient les paramètres du problème. Ainsi, il établit un pas de géant en écrivant l'équation généralisée ax plus b égale cx plus d. Et ça, c'est une grande invention. Et comment? Au lieu de s'attarder à notre petit problème de pommes, Al-Khwarizmi résolut tous les problèmes de balançoire d'un seul coup. Il avait au passage défini le langage des mathématiques que nous utilisons encore aujourd'hui, l'algèbre. C'est un langage, quoi. Et il faut savoir parler ce langage-là. Si tu sais pas parler, t'es mort, quoi. Faire un exercice avec le chiffre 6 ou avec le chiffre 8, ce sera toujours le même. Alors autant le remplacer par la lettre X ou Y, puis faire le même exercice. Et à plus grande échelle, les mathématiciens ont été amenés à faire ça justement pour pouvoir généraliser tout ce qu'ils avaient découvert avec des chiffres précis. On a eu trois meurtres à tel endroit, les gens vont vite généraliser et se dire bon, tel endroit est du coup dangereux. Et donc c'est une généralisation très, très hâtive. Et on fait ça aussi beaucoup en mathématiques. Donc on est capable de prendre un cas particulier et essayer de le généraliser. L'avantage des mathématiques, c'est qu'on est aussi capable de prouver si la généralisation est juste ou non.
Tout le raisonnement des médecins, c'est un raisonnement qui est sur du particulier, sur du spécifique, sur adapter des règles générales à du particulier. Et nous, on va dans l'autre sens. On cherche justement dans tout ce flux de particuliers tout ce qui est généralisable. Et donc, c'est hyper complémentaire comme raisonnement. Il est difficile d'exagérer l'importance de l'algèbre. Avant son invention, les innombrables problèmes de l'Antiquité correspondaient à des énigmes isolées. La magie de l'algèbre, c'est d'unifier toutes ces énigmes en révélant la structure commune. Ce faisant, dans le langage de l'algèbre, Al-Khwarizmi put synthétiquement définir une unique méthode de résolution pour tous les problèmes. Ce principe est devenu depuis le fondement de la programmation informatique. On choisit un peu une série d'instructions et on peut mettre des variables au début et ensuite la série d'instructions elle est applicable pour n'importe quel ensemble de variables. Donc si on a des problèmes qui sont très similaires ou le même problème avec plusieurs sous-cas, eh ben, on peut se permettre de faire un seul code, donc un seul groupe d'instructions et ensuite dire à l'ordinateur applique-le avec tous ces cas de groupes de variables et l'ordinateur il va le faire 1000 fois si besoin. Mais donc ça demande d'avoir d'abord mis des variables justement, c'est-à-dire des références abstraites auxquelles après on applique des valeurs concrètes comme des chiffres ou des choses comme ça pour une application numérique. Des fois, t'as tendance à avoir un peu la flemme de faire ça parce qu'il va falloir réfléchir 1 heure de plus pour pouvoir faire un code qui va t'en faire gagner sûrement des centaines, mais la réflexion est des fois un peu difficile. Un bon code informatique, il est très important, ultra important, primordial, que le code soit élégant, clair, épuré, simple, qu'il ne soit pas confus, qu'il soit lisible. Une bonne preuve mathématique, comme un bon code informatique, doit être facile à décoder. Il aura fallu plusieurs siècles pour digérer les idées d'Al-Khwarizmi, et leurs effets sur les mathématiques modernes sont spectaculaires. En voici un exemple. Les nombres réels sont parfois représentés par les points d'une droite infinie. Ainsi, quand on prend un nombre inconnu x, on peut repérer ce point quelque part sur cette droite. Au XVIIe siècle, le français René Descartes créa la sensation quand il inclut un autre nombre inconnu, appelé y, sur une droite perpendiculaire. Dès lors, Descartes pouvait représenter tous les points du plan par deux inconnus x et y que l'on appelle coordonnées. Et il y a mieux encore. En liant x et y par une équation, Descartes se rendit compte que les solutions de l'équation décrivaient des courbes géométriques. Par exemple, l'équation x plus y égale 1 correspond à une droite, tandis que l'équation x carré plus y carré égale 1 représente un cercle de rayon 1. Ces exemples sont incontournables, car ils sont particulièrement simples, mais on peut faire bien sûr plus compliqué et déterminer par exemple une équation algébrique pour la courbe de Batman. Au fond, ce que Descartes avait découvert, c'est un lien profond et absolument incontournable entre deux grandes disciplines des mathématiques. Il avait unifié la géométrie et l'algèbre. Aujourd'hui, cette union appelée géométrie algébrique est un sujet de recherche extrêmement vaste et dynamique. Étudier des nombres qui sont liés par une équation polynomiale, c'est étudier des objets qui vivent dans un espace de dimension grande et qui eux-mêmes sont de dimension grande, mais qu'on peut quand même penser comme des objets géométriques dans un espace géométrique. On peut résoudre des problèmes d'algèbre de façon géométrique, et ce qui est généralement très élégant et donc très satisfaisant intellectuellement quand on arrive à le faire. Les courbes que j'ai dit y à x carré, on peut regarder sur les réels, les complexes, mais au final on peut aussi prendre des corps, d'autres corps, on peut regarder les rationnels. Quelles sont ces équations
sur les points rationnels ou sur des extensions des nombres rationnels. La géométrie algébrique, c'est de l'algèbre et des gens qui font croire que c'est de la géométrie, mais non, c'est méchant. C'est encore de la géométrie parce qu'on regarde des courbes, on peut regarder les singularités de la courbe. Est-ce qu'il y a des points, des nœuds, est-ce que la courbe au contraire va être lisse? Mais il y a beaucoup de problèmes de géométrie algébrique qui n'ont plus grand chose à voir avec la géométrie au sens où on présente avec des triangles ou des figures géométriques. Mais voilà, c'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis. Parmi les géométries algébriques les plus simples, on trouve les coniques. Elles correspondent à l'équation du second degré, ax carré plus... Enfin, vous voyez l'équation. En fonction des paramètres a, b, c, d, e et f, les coniques se déclinent en 3 catégories. L'ellipse, la parabole et l'hyperbole. Chacune a eu un rôle fascinant dans l'histoire des sciences. Ah ouais, c'est pas juste pour faire des exercices horribles pour les étudiants de prépa? J'avoue que ces coniques sont bien utiles pour faire des calculs dégoûtants. Mais elles sont aussi des objets fondamentaux. Par exemple, c'est à partir du mouvement parabolique des projectiles et du mouvement elliptique des planètes qu'Isaac Newton a découvert les lois fondamentales de notre univers. Mais je vais vous parler d'une autre application plus amusante. En 213 avant Jésus-Christ, Rome assiège Syracuse. Archimède de Syracuse doit redoubler d'ingéniosité pour défendre sa ville. Il invente alors de nouvelles armes de guerre. Parmi elles, on trouve un énorme miroir courbé. La géométrie de ce miroir n'a pas été laissée au hasard. Archimède s'est assuré que ce miroir était parabolique. Pourquoi? Parce que les paraboles possèdent une propriété qui en fait une vraie arme de guerre. Quand les rayons parallèles du soleil frappent le miroir, celui-ci les reflète tous et les focalise. Ainsi, Archimède concentrait un large faisceau de lumière en un seul point d'un navire ennemi, qui prenait alors feu. Et les antennes paraboliques, c'est la même idée? Oui, c'est exactement le même principe. Elles focalisent les signaux radio des satellites en un point où est placé le récepteur. En fait, on aura sans doute aujourd'hui des paraboles sur nos téléphones portables si on n'avait pas découvert la géométrie des fractales. Ah, les fractales. J'ai terriblement envie de vous en parler. Ce n'est pas au programme de prépa. Maintenant que je vous ai parlé de Descartes, il me faut aussi parler de son grand rival, Pierre de Fermat. Si Descartes utilisa l'algèbre pour révolutionner la géométrie, Fermat, lui, l'utilisa pour révolutionner la théorie des nombres. Curieusement, Fermat n'était pas mathématicien de profession. Magistrat de jour, les mathématiques n'étaient pour lui qu'une passion qu'il aimait pratiquer la nuit. Ceci lui a d'ailleurs valu le surnom de prince des amateurs. Son regard sur les mathématiques est aux antipodes de la plupart des étudiants. Pour beaucoup, les mathématiques sont une entrave à leur passion. Ils vont à l'école malgré les maths et se plaignent de ne pas avoir de facilité ou de don pour la matière. Pour moi, Fermat est l'exemple même de la bonne démarche à suivre pour acquérir ses dons ou ses facilités. Ils ne viennent pas du bachotage, mais du fait que la matière soit devenue une véritable passion. Je devais donner un conseil à ceux qui rentrent en prépa. Je leur dirais de s'attacher à ce qui leur plaît. Dans toute science, c'est à la recherche de la beauté finalement, et la beauté est là. C'est un moment où on prend goût à ça, on comprend qu'on peut comprendre. Je pense que j'ai énormément progressé depuis que je fais de la vulgarisation, parce que j'aime ça encore plus qu'avant. Il y a forcément en maths, en physique, une chose qui va nous plaire plus qu'une autre. Et il faut s'accrocher à ça et pour prendre plaisir là où on peut prendre du plaisir et pour que du coup ça fasse passer plus facilement les parties les moins agréables. Il y a plein d'expériences qui montrent que quand on présente un problème de maths, on peut le présenter soit d'une façon qui fait peur comme on fait à l'école, soit on peut le présenter d'une façon où tu ne te rends pas compte que tu fais des maths. Et du coup, les gens le font et ils arrivent très bien à le résoudre parce qu'ils ne se sont pas dit avant « Oh mon Dieu, c'est des maths ». Dans beaucoup de cas, il y a une espèce
blocage, qui est que voilà, on s'intéresse à des objets qui sont compliqués à comprendre. C'est tout ce qui fait la beauté et l'intérêt des mathématiques, mais c'est aussi ce qui fait leur côté angoissant et qui crée parfois un manque de confiance en soi, qui fait dire à beaucoup de gens moi de toute façon les maths ça a jamais été mon truc. En fait tout le monde fait des sudoku tout le temps et adore ça, c'est juste des maths mais on leur a pas dit quoi. Donc c'est à toi de trouver et de finalement découvrir cette beauté cachée. Et surtout pas perdre courage parce que c'est de l'endurance et qu'il y a toujours un moment où les choses s'éclairent. Fermat, lui, était terriblement passionné. Et ses mathématiques sont d'une innovation rare. Entre autres, il a fameusement affirmé que l'équation x puissance n plus y puissance n égale z puissance n, pour n supérieur ou égal à 3, n'a aucune solution en nombre entier. C'est ce qu'on appelle désormais le dernier théorème de Fermat. Mais étrangement, plutôt que de fournir une preuve comme il avait fait pour les autres théorèmes, il avait écrit « J'ai découvert une merveilleuse démonstration, mais la marge est trop étroite pour la contenir. » Pourquoi cette équation n'a pas de solution? C'est un résultat très surprenant et très difficile à démontrer. Après tout, l'équation très similaire pour n égale 2 a, elle, une infinité de solutions. Plus étrange encore, pendant 350 ans, aucun mathématicien, ni Gauss, ni Euler, ni Poincaré, n'a su suivre les pas de Fermat. En fait, ce n'est qu'en 1994 que l'anglais Andrew Wiles a réussi à conclure des siècles de recherche en fournissant enfin une preuve complète au théorème. Mais il est clair que cette preuve, qui utilise à foison des mathématiques du XXe siècle, était hors de portée de Fermat. Fermat avait-il une preuve? Sa preuve était-elle juste? Il ne le saura jamais. Le dernier théorème de Fermat il a une histoire très très belle derrière ça. Celui qui a vraiment prouvé le théorème, son histoire est aussi incroyable, tout comme celle de Fermat. La beauté de l'arithmétique, c'est que des équations simples ont des résolutions compliquées. Andrew Wiles, qui a réussi à résoudre ce problème, a passé 7 années à travailler en solitude et de façon secrète sur ce problème. Un des aspects de la beauté des mathématiques, qu'un problème simple puisse mener à autant de développement mathématique. Ce qui est encore plus amusant, enfin pas pour lui à ce moment-là, c'est qu'il y avait une faute dans sa preuve. Du coup, il était censé être le héros, et puis du jour au lendemain, il devient moins que rien. Et pendant 1 an, il s'est échiné à s'être trouvé un moyen d'arranger cette preuve. Si ça a mis tant de temps, c'est probablement qu'on s'est rendu compte en plus que cette équation-là était vraiment difficile. Cette année devait être très 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 dure parce que tout le monde le regardait, tout le monde le pointait du doigt. C'était le mec qui avait cru réussir ce que personne d'autre avait réussi, mais en fait il avait fait une erreur. Donc après 1 an de recherche, il a réussi à trouver une façon d'arranger son erreur, de contourner le problème. Et ça devait être un moment incroyable pour lui. La preuve de Fermat, de la conjecture de Fermat, maintenant théorème de Fermat-Wiles, était fausse, enfin tout le monde pense cela. On pense très probablement que la preuve qu'il avait marché seulement pour certains entiers n, mais qui était malheureusement fausse dans le cas général. C'est que tout le nombre entier se factorise en produit de nombre premier et qu'il y a une bonne propriété là-dessus. On pense que Fermat avait attribué ces propriétés-là à des nombres plus généraux que les nombres entiers. Et malheureusement ça marche dans certains cas, pas par d'autres. Donc sa preuve n'était pas correcte. De prime abord, les mathématiques de Fermat semblent totalement déconnectées de toute réalité et de toute application. D'ailleurs, le mathématicien et pacifiste anglais Godfrey Hardy s'en félicitait, peu après les catastrophes d'Hiroshima et Nagasaki. Ainsi, affirmait-il, les mathématiques ne m'intéressent qu'en tant que création artistique. Pourtant, dans les années 90, certains hommes d'affaires se sont mis à offrir des millions de dollars pour la résolution de problèmes en théorie des nombres. Des millions de dollars? Mais pourquoi? Au cours des dernières décennies, la puissance des calculs des ordinateurs, l'explosion d'Internet et la protection des informations privées ont vu la recrudescence de l'importance de la cryptographie. Or, le principe de la cryptographie, c'est de créer une serrure qu'une clé peut facilement ouvrir, mais qu'un hacker sans la clé aura bien du mal, même après analyse poussée de la serrure. Voilà qui ressemble beaucoup à une équation en nombre entier. En fait, pas besoin d'aller chercher loin pour trouver des équations en nombre entier difficiles à résoudre. Prenons 2 nombres premiers, disons 163 et 613, et multiplions-les. On obtient l'équation
163 x 613 égale 99 919. La serrure publique est alors l'équation P fois Q égale 99 919. Et ces solutions sont les clés. Il est alors facile de vérifier que 163 et 613 ouvrent la serrure, mais un hacker qui ne connaîtrait que la serrure aura bien du mal à trouver les clés. Ben, il pourra essayer de diviser 99 919 par tous les nombres qui lui sont inférieurs, non? Ah ouais, c'est vrai. En plus, avec un ordinateur, il pourrait faire ça en une fraction de seconde. Mais si les nombres premiers que je choisis sont maintenant de l'ordre de 10 puissance 100, c'est-à-dire s'ils ont 100 chiffres, alors le hacker devra faire pas loin de 10 puissance 50 divisions pour arriver au but. Sachant qu'un ordinateur ne peut faire que 10 puissance 15 opérations par an, environ, cela lui prendrait bien plus que l'âge de l'univers. Cette remarque a rassuré les banques qui sécurisent aujourd'hui notre argent avec de telles équations. Pourtant, je dois vous l'admettre, les mathématiciens n'ont pas prouvé que le hacker ne saurait pas trouver des méthodes astucieuses pour craquer la serrure en un temps raisonnable. Du coup, certains hommes d'affaires ne dorment pas des deux oreilles. Il n'est pas si surprenant qu'ils soient prêts à offrir des millions à qui prouverait que leur fortune est mathématiquement assurée ou pourrait l'être avec des équations plus compliquées. Un des grands problèmes des mathématiciens, c'est de se dire est-ce que P égale NP, ou autrement dit, est-ce que tous les problèmes difficiles qu'on a à résoudre, finalement, en étant un petit peu malin et en les reformulant autrement, je ne peux pas les résoudre comme des problèmes de P, ça c'est ce que je sais faire. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qui prend $1 million, c'est de prouver si ces deux ensembles sont égaux ou non. On pense très fortement qu'ils sont différents, mais on aimerait bien qu'ils soient égaux. Actuellement, en cryptographie, on se base sur l'idée que nos problèmes, ils sont certes résolubles, mais ils sont tellement durs à résoudre qu'avec la puissance de calcul actuelle, de toute façon, on n'y arrivera pas. Si jamais on arrive à montrer que P égale NP et qu'on arrive à reformuler ces problèmes difficiles en des problèmes faciles, dans ce cas-là, on sera bien embêté parce que du coup, on aura un moyen facile de résoudre des problèmes de cryptographie. Le test de primalité, c'est un problème assez similaire, c'est on vous donne un nombre, est-ce que ce nombre est premier ou pas? Et ça, pendant longtemps, on a pensé que ce problème n'était pas résoluble en temps polynomial parce qu'on n'y arrivait pas. Mais en 2002, 3 chercheurs indiens ont donné un algorithme pour résoudre ce problème en temps polynomial. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que le test de primalité ressemble finalement beaucoup au test de factorisation en nombre premier. Quand on veut faire une opération dans un ordinateur classique, je sais pas, on joue sur une série de bits qui valent 0 ou 1. En fait, un ordinateur quantique, on jouerait sur un ensemble de qubits qui serait une superposition de 0 et de 1, et ça permettrait de faire plus de transformations et plus de calculs en même temps. En fait, ça permet de factoriser les nombres parce que ça en teste plein d'un coup, quelque part. Les ordinateurs quantiques sont capables de résoudre, de craquer la cryptographie actuelle en temps polynomial. Donc, si les ordinateurs quantiques commencent à se développer, il faut absolument qu'on change le système de cryptographie parce que sinon on va tous se faire avoir. Et l'ordinateur quantique, il y a une entreprise qui vend un ordinateur quantique. Il y avait un chercheur qui avait fait des tests pour savoir si cet ordinateur pouvait vraiment être quantique. Alors, je sais plus, il y avait un aspect où il était peut-être pas assez rapide ou quoi, mais une autre batterie de tests où il se comportait plutôt comme quantique. Le problème de factorisation nombre premier, ça, on sait que c'est pas les problèmes les plus durs de la classe NP. Donc, il est possible qu'on trouve d'autres problèmes très similaires à RSA, donc c'est possible qu'on n'ait pas tout à changer, qui soient en fait, eux, pas résolubles en temps polynomial par une machine quantique. Donc il y a encore moyen de s'en sortir en cryptographie, même s'il y a des ordinateurs quantiques dans le monde. Comme les systèmes quantiques ils sont très sensibles à toute perturbation, enfin on ne peut pas les observer sans les modifier. Si jamais on fait de la cryptographie quantique et que quelqu'un écoute la ligne, normalement, on peut le savoir. On sait qu'on ne peut pas faire confiance aux informations et qu'il faut arrêter de transmettre des informations. Donc le jour où on aura l'ordinateur quantique, on aura sûrement la cryptographie quantique et du coup ça ira pour les transactions. Il ne faudrait pas que l'un arrive avant l'autre. Le 29 mai 1832, un révolutionnaire républicain est en duel dans les rues de Paris. À 20 ans, il vient tout juste de sortir de 4 mois de prison. Des coups de feu retentissent. Le duel est perdu. Le jeune homme meurt le lendemain des suites de ses blessures. Son nom est Évariste Galois. Et l'histoire aurait pu être bien différente si ce jour-là, Galois n'avait pas rendu l'âme.
ou si, la veille du duel, il n'avait pas passé toute la nuit à expliquer dans une lettre toute l'importance des secrets qu'il venait de dévoiler. Des secrets qui portent sur le cœur des mathématiques. Galois est l'archétype du génie incompris. Dès 18 ans, il a envoyé des manuscrits de ses découvertes à l'Académie des sciences. Et l'Académie les rejeta tous. Et la raison saute aux yeux quand on voit la tête des manuscrits. Pourtant, Galois y avait réellement révolutionné les mathématiques, en offrant une toute nouvelle perspective. Avec Galois, les nombres ne sont plus des quantités, mais des entités abstraites qui se définissent par leurs interactions à travers l'égalité et les 4 opérations classiques. L'addition, la multiplication, la soustraction et la division. En particulier, Galois fit fi du fait que racine carrée de 2 est un nombre à peu près égal à 1,41. Pour Galois, racine carrée de 2 n'a rien à voir avec 1,41. En revanche, racine carrée de 2 est intimement liée à 2 à travers la relation algébrique racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 égale 2. C'est cette relation qui le définit. Ce qui est étrange, c'est que dès lors, il n'y a plus aucune différence entre plus racine carrée de 2 et moins racine carrée de 2. À tel point que pour Galois, nommer l'un des deux plus racine carrée de 2 est ambigu. Il y en a un qui est positif et pas l'autre. Sauf que la positivité d'un nombre dépend du signe supérieur ou égal, dont Galois avait fait abstraction, un peu comme Al-Khwarizmi avait fait abstraction de la nature de la pomme dans notre problème de balançoire. Ça peut sembler réducteur, mais en fait, c'est terriblement puissant. Par exemple, le fameux nombre imaginaire i n'est qu'un objet abstrait relié à moins 1 à travers la relation algébrique i fois i égale moins 1. Et il n'y a plus lieu de se poser la question de son signe. C'est alors que l'algèbre ne devint plus simplement la symbolisation des nombres, elle devint avant tout l'étude d'objets abstraits et des opérations liant ces objets. Ce formalisme révolutionnaire, que l'on appelle aujourd'hui algèbre pure, amena Galois à traiter de la même manière des objets autrement plus complexes que des nombres. Bon, il y a le moment où je me suis dit j'adore l'algèbre parce que ça éclairait, ça donnait ça a donné un côté universel à beaucoup de structures qu'on voyait déjà un peu au lycée. On en rencontre vraiment partout. En fait, même au collège, on utilise les nombres rationnels ou les nombres réels. Au final, sont munis de ces structures. Bon, l'ensemble des transformations du plan, c'est un groupe. Et le plan, l'ensemble des vecteurs du plan, c'est un espace vectoriel. L'ensemble des... plein de choses comme ça. L'ensemble des nombres des entiers modulo... Modulo 10, c'est un anneau, et modulo 11, c'est même un corps. En sup, on a commencé par les groupes, et c'est un peu une façon de dire tout ce que vous connaissiez avant, c'est bien, mais on va vous réexpliquer les maths à partir de 0. Alors sur le moment, quand j'étais en sup, je me suis dit, ils veulent tous nous faire crocher, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on comprend rien. En fait, à posteriori, tu te rends compte que non, c'est une façon, ça permet de construire tous les maths à partir d'une base... à partir de rien. Et après, on s'est rendu compte aussi que il y avait d'autres objets mathématiques qui jouissaient des mêmes propriétés. Ça tissait des liens entre plein de choses. Toutes les démonstrations en fait qui sont valables dans un anneau, et on peut prendre des ensembles hyper compliqués, tant que c'est un anneau, ça marche aussi. Il y a quelque chose de très abstrait, quoi. C'est qu'on manipule des objets dont on ne sait même pas ce qu'ils sont. On a le droit de faire des opérations avec, mais il n'y a plus du tout. Donc il n'y a pas le côté palpable et concret de l'analyse. On prend un anneau, on peut faire des additions, multiplications, faire plein de choses avec, sans avoir aucune hypothèse de savoir dans quel nombre ça vit, ce que c'est. Finalement, j'aime toujours un peu la beauté de l'abstraction algébrique, mais j'aime particulièrement quand on peut l'appliquer à des choses un peu concrètes. Donc étudier les anneaux pour le plaisir, ça m'intéresse moins que d'étudier la géométrie. Et en géométrie, parfois, on fait de la théorie de l'homologie et on associe à un objet géométrique des anneaux, des groupes, des espaces vectoriels qui codent un peu sa topologie et on crée en fait une structure algébrique sur quelque chose qui a priori était plus analytique. C'est un peu ça l'algèbre que j'aime bien. Parmi les concepts que Galois traita comme des nombres, les plus importants sont sans conteste les symétries, dont l'étude forme la théorie des groupes. Prenons ce Rubik's Cube.
Les déformations que l'on peut en faire obéissent parfaitement aux lois de Galois. Tout d'abord, les déformations peuvent être combinées. Si j'enchaîne 2 déformations, j'obtiens une autre déformation. Ensuite, il existe une déformation qui consiste à ne rien faire. Tadam! C'est ce qu'on appelle l'identité. Par ailleurs, on peut toujours revenir en arrière après une déformation. Il suffit de faire les mouvements dans l'autre sens, et attention, dans l'ordre opposé. Enfin, il y a l'associativité qui est un poil moins simple à expliquer. Bref, ce qui est important, c'est que combiner des déformations, c'est un peu comme additionner des nombres. C'est quand même pas tout à fait pareil, non? Non, en effet. En particulier, l'algèbre des déformations et des symétries est bien plus évasive. Notamment car les déformations ne sont pas forcément commutatives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre dans lequel j'effectue les déformations compte. Par exemple, si je fais ce mouvement puis celui-là, je n'obtiens pas la même chose que si je fais les mouvements dans l'autre ordre. Bon, sinon, tu sais le résoudre, ce Rubik's Cube? En principe, en comprenant l'algèbre des déformations du Rubik's Cube, je devrais être en mesure de le résoudre moi-même. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, j'utilise beaucoup les symétries. Parce qu'une fusée, c'est à peu près un gros cylindre. Donc ça a le bon goût d'avoir une symétrie de révolution assez évidente. On utilise tout le temps des symétries parce que c'est une façon... c'est comme un petit argument logique qui permet tout d'un coup de simplifier un problème. On cherche toujours un modèle qui possède le plus grand nombre de symétries pour simplifier les calculs, parce que c'est d'habitude ça que les symétries le font. Et pourtant, on essaie de garder les caractéristiques fondamentales du problème initial. Par exemple, si on est 2 producteurs du même bien avec les mêmes coûts, on peut interchanger les 2 normalement et ils doivent avoir la même valeur. Et ça, c'est quand même très pratique. Ne serait-ce que si on a un axe de symétrie, déjà, on a besoin de travailler que sur la moitié du problème, et puis l'autre moitié, il en découle automatiquement. Et quand on a des symétries de révolution, c'est encore plus simple. Par exemple, si on pense aux matrices d'inertie, ce genre de choses, il y a plein de choses qui simplifient. Donc, c'est toujours important de bien penser à quelle symétrie on fait, parce que, sur le moment, c'est un peu ennuyeux de déterminer la symétrie, mais une fois qu'on l'a, ça simplifie la vie. L'importance des symétries réside dans leur omniprésence, que ce soit dans la nature, le monde industriel ou l'art. Le langage qui est décrit est tellement puissant que le plus grand mathématicien français de tous les temps, Henri Poincaré, déclara un jour « Les mathématiques ne sont qu'une histoire de groupe ». Après avoir utilisé les symétries de la géométrie hyperbolique pour résoudre des équations différentielles et les groupes d'homotopie pour classifier les formes topologiques, Henri Poincaré découvrit un groupe primordial de notre univers qui porte aujourd'hui son nom, le groupe de Poincaré. C'est quoi le groupe de Poincaré? Le groupe de Poincaré est au cœur du principe de relativité d'Albert Einstein. Introduit des siècles plus tôt par Galilée, ce principe affirme que les lois de la physique se doivent être les mêmes pour 2 observateurs en translation uniforme l'un par rapport à l'autre. En d'autres termes, il doit y avoir une symétrie des lois de l'univers à travers l'espace, le temps et le mouvement. Par exemple, si je lance une pomme en l'air, celle-ci doit retomber tout droit, que je sois sur un quai, dans un train à pleine allure. Là où les choses se compliquent, c'est quand on intègre les résultats d'expériences de la fin du XIXe siècle qui affirment que la vitesse de la lumière est la même pour tout observateur. Et ça, c'est vraiment bizarre. Parmi les conséquences les plus troublantes, il y a le fait que si je lance une pomme à 50 km/h sur un quai, un homme dans un train allant à 300 km/h verrait la pomme aller à un peu moins de 350 km/h, car les vitesses ne s'additionnent pas. Plus étrange encore, du point de vue d'un homme à quai, le temps à l'intérieur du train est ralenti
tandis que les distances se rétrécissent. Tu plaisantes là, j'espère? Pas du tout. Certes, ces phénomènes sont beaucoup trop faibles pour qu'on s'en aperçoive, mais si notre train a des vitesses proches de celles de la lumière, il nous paraîtrait évident. Quoi qu'il en soit, les relations entre les perceptions des différents observateurs forment ce que l'on appelle le groupe de Poincaré. En lui résident les symétries fondamentales de notre espace-temps. On croit à ces symétries-là, à la relativité générale, à la relativité restreinte. Il faut qu'elle marche dans ta théorie. Si tu crois sur une théorie qui n'a pas cette symétrie-là, elle est très probablement fausse. Et toutes les histoires de groupes de symétrie, là, ça a donné naissance à une branche complète de la physique. C'est impossible d'être un physicien des particules sans savoir le période. L'électrodynamique quantique ou la chromodynamique quantique, c'était à partir d'intuitions qu'on avait sur les symétries globales d'un système. On les a ramenées à un niveau local et c'est ça qui a fait qu'on a bien compris les interactions entre les particules élémentaires. L'une des difficultés de la théorie de la relativité d'Einstein et Poincaré est qu'en incluant le temps, il nous faut maintenant travailler dans un espace-temps de dimension 4. Mais comment tu fais pour visualiser la quatrième dimension? La visualisation de l'espace-temps de dimension 4 a fasciné bon nombre d'artistes. Par exemple, la Grande Arche de la Défense est une représentation d'un hypercube de dimension 4 dans notre espace à 3 dimensions. Mais personnellement, j'ai les pires difficultés à visualiser géométriquement un monde de dimension 4. Cependant, grâce à la magie de la géométrie algébrique de Descartes, on n'a pas besoin de visualisation alambiquée pour faire de la géométrie. L'algèbre suffit à décrire et comprendre la géométrie. Ainsi, si la quatrième dimension m'est hors de portée géométriquement, j'en conçois parfaitement son sens algébrique. Puisqu'une inconnue décrit une dimension, que 2 en décrivent 2, que 3 en décrivent 3, il me suffit, vous l'aurez compris, de prendre 4 inconnus pour représenter un espace de dimension 4. Et la magie de l'algèbre, c'est que je peux aller plus loin encore et parler sans ambiguïté d'espace de dimension n. Pour moi, la dimension n, je pense que ça existe. La dimension 183, oui, ça existe. Ouais, dans ma vie, j'ai souvent des problèmes de dimension 183. Une particule avec 183 états internes, et ben son espace interne a espace de dimension 183. Ce que je fais, c'est raisonner sur des espaces de dimension supérieure à 3 et donc des choses qu'on ne peut pas directement visualiser. Par le pouvoir de l'abstraction et de l'analogie, on peut arriver à se faire une image mentale dans la tête au point d'être capable de réfléchir dessus et donc d'une certaine façon de se promener dans des espaces. Alors, les espaces de grande dimension me sont très utiles. Quand on a des questions d'optimisation, de rendre les choses plus efficaces, de rendre les choses plus rentables, souvent les facteurs qui influencent ça sont multiples et on est à plein de dimensions et il faut satisfaire des critères sur plein de dimensions. En dimension 3, le polyèdre, l'extension du polygone le plus simple, c'est le tétraèdre, parce qu'il n'a que 4 coins. Si on monte en dimension supérieure, en dimension 4, on a une généralisation très naturelle du tétraèdre qui a du coup 5 coins. Et on peut monter aussi jusqu'à la dimension 5. Et ce qui est bizarre, ce qui est amusant, c'est que dans ma recherche, pour étudier les systèmes de vote, j'ai été amené à étudier la géométrie du tétraèdre de dimension 5. Il y a d'autres façons de visualiser des dimensions. On peut utiliser les couleurs, une espèce de carte de température de France. On utilise 2 dimensions, mais il faut une dimension supplémentaire pour avoir la température. On utilise les couleurs. Je m'occupe des problèmes liés à l'environnement, entre autres. Si je veux vraiment tout représenter, j'ai besoin d'une infinité de variables. Donc du coup, j'ai besoin d'avoir des espaces de très grandes dimensions. Déjà la dimension 3, comme ça on a envie de dire qu'on la connaît, mais nous tout ce qu'on connaît en dimension 3 ça s'appelle l'espace euclidien, c'est-à-dire un truc bien carré. Dès qu'on veut imaginer d'autres formes de dimension 3, c'est-à-dire ça va être des espaces qui, comme tu disais tout à l'heure, qui sont courbés, déjà ça on n'arrive plus trop à l'imaginer parce que pour visualiser un tel espace, il faudrait le voir à l'intérieur d'un espace de dimension 4 ou plus grand. Et donc
il y a toujours ce côté un peu angoissant aussi, mais plaisant de savoir qu'on est en train de réfléchir dans un espace qu'on ne voit pas vraiment, dont on ne peut que voir un tout petit aspect en réfléchissant de la bonne façon. Tout ceci peut sembler être de la magie noire pour mathématiciens. Et en fait, il a bien fallu des siècles pour que les mathématiciens eux-mêmes adoptent ces idées. Pourtant, dès lors que l'on traite d'une quantité faramineuse de données, vous savez, quand on fait du big data, on se place naturellement dans des espaces de grande dimension. Tu peux donner un exemple ? Prenons l'exemple d'Air France. La planification de ses vols, la gestion de sa flotte, l'affectation de son personnel sont autant de problèmes difficiles à gérer. Comprendre, choisir et orchestrer toutes les décisions devient vite un enfer. Il nous faut structurer le problème. D'autres termes, il nous faut imposer une géométrie simple à un espace de grande dimension. Les ingénieurs d'Air France ont choisi la géométrie affine. J'ai rien compris. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Une géométrie affine est gouvernée par des inégalités du type 1x1 plus a2x2, etc. jusqu'à anxn est supérieur ou égal à b, où les inconnus x1, x2 jusqu'à xn décrivent un espace de dimension n. Chaque inconnu modélise une prise de décision sur un trajet, un avion ou un personnel navigant, tandis que chaque inégalité exprime une contrainte que nos décisions doivent satisfaire. En compilant toutes les contraintes du problème, on obtient une géométrie qui décrit exactement l'ensemble des décisions satisfaisantes. En dimension 2, l'algèbre affine est celle des polygones, comme les triangles ou les carrés. En dimension 3, on obtient des polyèdres, comme des tétraèdres ou des cubes. Ça peut sembler restrictif, mais en dimension supérieure, il s'agit d'une structure très riche qui modélise une incroyable variété de phénomènes, permet des raisonnements géométriques puissants et se prête parfaitement au calcul par ordinateur. Pour cette raison, des techniques dites de programmation linéaire sont aujourd'hui massivement déployées dans les entreprises qui souhaitent tirer parti du big data, que ce soit en finance, en marketing ou en logistique. Par exemple, pour modéliser des services hospitaliers ou carrément des systèmes de santé, on peut modéliser les patients comme des flux. On a des outils pour ça qui utilisent la programmation linéaire pour justement, dans des questions d'optimisation, arriver avec des ressources contraintes, des lieux contraints, des flux contraints à la meilleure solution possible. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent en fait être exprimés avec des fonctions linéaires et aussi des contraintes linéaires. Et ça, on sait très bien le résoudre. La programmation linéaire a la propriété importante d'être ce qu'on appelle P complète. Ça veut dire que tout problème que l'on peut résoudre en temps polynomial, finalement, peut se réduire à un problème de programmation linéaire. C'est en fait déjà une discipline qui permet de faire beaucoup de choses et qui permet de résoudre beaucoup de problèmes d'affectation, etc. Par exemple, comment faire passer au milieu des avions entre différents aéroports en fait. Peut-être que cet avion-là, il va prendre le vol, je dis n'importe quoi, Paris-Nice, et ensuite il va faire le Nice-Bordeaux, et ensuite Bordeaux-Paris. Mais peut-être que c'est plus intéressant qu'il attende un petit peu plus longtemps à Nice pour prendre un vol vers Venise, et que je fasse prendre un vol ensuite vers Bordeaux par un autre avion. Donc tous ces problèmes-là, c'est des problèmes en général linéaires, qui se résolvent grâce à la programmation linéaire. C'est rigolo comme ça peut aider dans des problèmes qui paraissent très très loin des maths. Après, c'est encore plus utile la programmation linéaire parce que ça marche aussi très bien pour faire des approximations de problèmes qui a priori ne sont pas résolus en temps polynomial. Les maths appliquées, c'est beaucoup ça, c'est essayer de modéliser un problème de la vie courante, donc qui est très compliqué, en quelque chose qu'on sait résoudre. De temps en temps, ça aide à trouver des vraies solutions et à faire des prédictions. Et de temps en temps, ça ne s'applique pas et c'est la limite et il faut aussi l'accepter, ça fait partie de la chose. Au XIXe siècle, les mathématiciens se sont rendus compte petit à petit de l'importance de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire l'algèbre des espaces de grande dimension gouvernés par l'addition et l'élongation. Ils en ont trouvé la représentation la plus compacte. Celle-ci correspond à un tableau à 2 entrées remplies de nombres.
Ces tableaux qui peuvent être incroyablement longs, c'est ce qu'on appelle des matrices. Des matrices, comme dans le film. Dans les années 1930, le physicien Erwin Schrödinger esquisse une révolution dans le monde de la physique. Il écrit l'équation fondamentale H psi égale E psi, où E et psi sont les inconnus, et H est une espèce de matrice infinie. Les solutions de cette équation, que l'on appelle valeurs et vecteurs propres, correspondent exactement à ce que l'on peut observer dans notre univers. Ces solutions sont la cause de la structure des atomes. Elles expliquent pourquoi les atomes se lient entre eux pour former des molécules. Ensuite, ces molécules forment nos tissus, nos corps et nos cerveaux. Donc je ne pense pas trop exagérer en disant que la matrice infinie H est celle qui gouverne notre univers. La plupart des choses, on trouve bizarres en physique quantique. On ne peut pas décrire infiniment précisément la position et la vitesse. L'effet tunnel, la délocalisation, l'entraitement quantique, le fait que deux particules qui sont très éloignées peuvent s'affecter de façon immédiate. Ce qui est drôle avec la mécanique quantique, c'est anti-intuition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intuition possible. Il y a pas mal de concepts qui sont complètement extraterrestres pour notre conception. Quand on essaie d'observer une particule, la particule va subir un événement probabiliste. Sa position est plus probable dans certains endroits et moins probable à d'autres endroits. C'est l'interprétation plus acceptée. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est que c'est au moment de mesurer que l'événement probabiliste est déclenché. Tout est un espace vectoriel, toutes les transformations sont unitaires et tout ça, sauf la mesure. Ça, c'est un peu bizarre. Alors que le concept même de mesure est défini nulle part. C'est pas vraiment ce que c'est une mesure. Il n'y a pas un objet mathématique pour définir ce qu'est la mesure. Ça fait un peu intervenir l'observateur, du coup... Donc le déclenchement de l'événement probabiliste en mécanique quantique est très mal défini. Je ne sais pas si j'ai réfléchi assez au sens de cette question. Je sais que là, il y a le nœud d'un problème, mais j'ai l'impression qu'y répondre, ce ne serait pas vraiment de la physique. La mécanique quantique est clairement l'une des théories les plus abstraites et les plus contre-intuitives qu'on ait jamais inventées. À ses débuts, Niels Bohr, l'un des pères fondateurs, affirmait, et nous sommes tous d'accord pour dire que cette théorie est farfelue. La question qui nous divise, c'est de savoir si elle est suffisamment farfelue pour avoir une chance d'être correcte. Aujourd'hui, aussi étrange que la mécanique quantique puisse paraître, elle demeure néanmoins la théorie la plus précise, la plus testée et la plus utile que l'on ait jamais inventée. Toutes les nouvelles technologies reposent sur les équations du monde quantique. Pour moi, ce succès représente mieux que tout la magie de l'algèbre. Je suis convaincue que les mathématiques ont un avenir énorme en santé parce qu'il y a plein de questions à résoudre et on a les données. Ce que j'aime encore mieux des maths, c'est que certes, on peut se faire des choses très jolies d'un point de vue abstrait, mais en plus, ça sert vachement dans la vie de tous les jours en fait. Et ça, c'est intéressant. Aussi bien au niveau médical, la recherche médicale utilise de plus en plus les mathématiques. On fait des modèles de prévision, de croissance, des enfants, des embryons. Et ça se fait de plus en plus et ça, à mon avis, ça va prendre vraiment une grosse ampleur. Utiliser des modèles mathématiques pour expliquer des comportements humains, parce qu'en fait, on fonctionne souvent pareil et on ne le sait pas. C'est intellectuellement vachement agréable de se rendre compte qu'on a plein de sujets différents qui marchent tous ensemble et que ça fait un tout cohérent. Et je vais encore plus loin, parce que je me pose la question, combien des outils mathématiques aujourd'hui vont devenir centrales en physique dans le futur? Et à la fois dans l'organisation des systèmes, dans comment construire un hôpital, comment organiser un service. Et combien de progrès en physique n'est pas fait parce que nous n'avons pas encore les outils mathématiques nécessaires? C'est un outil intellectuel, quand tu l'as, tu comprends plein de choses dans plein de domaines de la société. Les maths, ça paraît être le truc qui décrit vachement bien les phénomènes physiques qu'on observe. On ne sait pas pourquoi, c'est une autre question, mais enfin, il se trouve que les deux se marient assez bien. Pour tout ça, on a beaucoup besoin des maths. On reproche souvent aux mathématiques un excès de zèle en termes d'abstraction. Beaucoup demandent à ce qu'elles soient plus concrètes, plus appliquées.
je ne nie pas qu'il existe d'innombrables opportunités dans cette interaction des mathématiques avec des problèmes concrets. Après tout, je suis moi-même un mathématicien impliqué. Mais si sur le court terme, l'abstraction semble vouée à se restreindre à l'élégance mathématique, sur les moyens et long termes, il semble qu'elle seule permette un changement profond de notre vision du monde et de notre capacité à le changer. L'histoire de l'algèbre l'illustre parfaitement. Initiée il y a plus d'un millénaire par Al-Khwarizmi, l'algèbre a connu des premiers pas assez restreints. Mais petit à petit, elle nous a révélé des secrets sur les nombres, la géométrie et les symétries. Mieux encore, elle a permis la découverte des espaces de grande dimension qui aujourd'hui forment le cœur du Big Data et les fondements de la physique moderne. Mais si les algèbres d'Al-Khwarizmi, Descartes, Fermat, Galois, Poincaré et Schrödinger nous ont déjà révélé d'innombrables secrets, nous sommes encore loin d'avoir su en exploiter tout leur potentiel. En fait, je dirais qu'on vient à peine d'en gratter la surface. L'univers mathématique reste mystérieux et stupéfiant, fécond et contre-intuitif, confus et élégant. C'est une terre encore très mystérieuse, où les mathématiciens comme moi ne cessent de s'engager plus en profondeur. Car, même s'il n'est pas garanti que nous en revenons avec des trésors, nous savons que c'est un voyage qui ne fera que nous rendre plus forts.